Il y a quelques années, il y avait un projet là, d'exploitation et d'exportation de gaz naturel liquéfié. Gabriel Giguère, analyste senior en politique publique à l'IEDM, ce projet-là avait été abandonné, là, évidemment, pour de nombreuses raisons. Mais on craignait notamment que le passage de navires là, le long de l'embouchure du Saguenay là, n'impacte notamment les baleines, les belugas, etc. Bref, le projet est mort. Je ne sais pas s'il va être ressuscité, mais là, on apprend qu'il y a un autre projet avec un autre tracé tout au nord qui aboutirait à Baie-Comeau et qui est quand même soutenu là, par des gens assez sérieux. Oui, c'est assez sérieux en fait. C'est parti là, d'une organisation qui s'appelle Marinvest, là, donc une Norvégienne là, spécialisée en gaz et tout ça. Et ce qu'on voit, c'est que le projet... il y a certaines informations qui sont rendues publiques et ce qu'on voit, l'objectif ici de ce projet-là, c'est de partir là, dans le nord de l'Ontario, construire un pipeline d'environ 1000 km jusqu'à Baie-Comeau. Dans le nord du Québec. Voilà, exactement, dans le nord du Québec, jusqu'à Baie-Comeau et de construire un terminal liquéfié. Francis t'a parlé du projet GNL Québec. Ça a été, en fait, c'est le gouvernement du Québec qui a dit non autour de juin-juillet 2021. Mais parce qu'il y avait de l'opposition. C'est le gouvernement du Québec, mais il y avait quand même des forces vives. Là, Il y avait des forces vives sur le plateau Mont-Royal, il y en avait un petit peu moins au Saguenay, soyons clairs. Donc, ben ça, il faut être clair là-dessus quand même. Et les baleines de Tadoussac, t'en fais quoi? Là? J'entends tout à fait, c'est beaucoup plus haut, Baie-Comeau, il faut juste le savoir sur ça. Non, mais GNL Québec, ça devait pas passer dans le Saguenay. Il y a très certainement cet enjeu-là. Okay. Mais il y avait des enjeux aussi où le BAP a commencé à arriver en nous expliquant. Puis ça, c'est important là, parce qu'il ne faut pas refaire cette erreur-là avec le prochain projet là, qui s'appelle Kinoaski aujourd'hui, avec les Autochtones, en fait, plutôt avec la Première Nation Atikamekw là, qui a embarqué dans le projet. Mais pour revenir sur GNL Québec, un des éléments très importants, ça a été de dire d'abord, on risque de ne pas avoir beaucoup de demandes dans le futur. Il faut se rappeler là, que ça, c'est en 2020 que ça avait été fait, ce rapport-là du BAP. Et ce qu'on avait expliqué, c'est qu'elle allait déjà avoir assez d'approvisionnement. Concrètement, c'était une vision qui était statique. Aujourd'hui, quand on relit le rapport, il a très mal vieilli pour plusieurs raisons. D'abord et avant tout, la réalité est dynamique. On a beaucoup moins d'approvisionnement, ou plutôt, c'est beaucoup plus concentré. Vous avez les États-Unis, mais il n'y a personne aujourd'hui qui veut juste être dépendant des États-Unis pour leur approvisionnement de gaz. La Russie, on a eu la guerre en Ukraine, donc les pays européens ont réduit drastiquement, sinon complètement arrêté. On a le détroit d'Ormuz où c'est difficile d'être approvisionné par le Qatar. On ne pouvait pas prévoir en 2020 qu'il y aurait la guerre en Ukraine. Pourquoi? Le conflit en Iran. Non, mais tu sais, je suis pas là pour beurrer sur le BAP, mais je dis juste... on peut pas les accuser de ne pas avoir anticipé l'attaque unilatérale des Russes sur l'Ukraine. T'as raison, t'as tout à fait raison le là-dessus. boycott des Européens, là, c'est quand même une série d'événements que, moi qui fais un peu de la planification dans la vie, moi non plus, j'avais pas vu ça venir. Là, mais il faut avoir l'humilité de savoir qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Ouais, donc ça, à partir de là, et la dynamique aujourd'hui, quand on regarde l'Agence internationale de l'énergie, puis c'est lié au fait qu'on a besoin d'un projet comme celui de Kinoaski, c'est quand on regarde l'état actuel des choses, la demande mondiale de gaz naturel va augmenter de 30% d'ici 2050 dans le scénario des politiques actuelles. Et rien n'est plus incertain qu'un renforcement de ce type de politique-là. 2025-2026 nous l'a appris. Alors, dans ce contexte-là, on a un projet qui est mis sur la table. Et je pense qu'aujourd'hui, dans un contexte, encore une fois, où les pays européens ne s'approvisionnent plus en Russie, où des pays comme l'Allemagne décident d'acheter du gaz naturel dans l'Ouest canadien parce que c'est difficile d'être approvisionné par le Qatar, il faut comprendre qu'on a un rôle stratégique, pas seulement pour le changement climatique, parce que c'est très certainement le cas, mais aussi de sécurité énergétique de nos alliés. Et c'est le genre de projet qui nous le permet, en plus de diversifier nos partenaires commerciaux, parce que, Francis, avant juillet 2025, 100% de notre gaz naturel exporté était aux États-Unis. Ouais. En 2025, on a la première ouverture de terminal de gaz naturel liquéfié au Canada, dans l'Ouest canadien. On est monté à 93%, ou plutôt on a descendu à 93% aux États-Unis plutôt que 100%. Donc déjà, on voit plus de diversification. Et là, ça nous permettrait franchement de diversifier énormément, en plus d'attirer des capitaux. Bref, je pense que tu vois que ça me semble être un projet intéressant pour le Québec. Ceci dit, ce projet-là, moi, je n'en avais pas entendu parler jusqu'à il y a quelques jours. Ça vient d'où? Pourquoi est-ce que ça revient dans l'actualité? Y a-t-il des étapes significatives qui sont franchies ou c'est juste quelqu'un qui a envoyé un PowerPoint dans l'univers puis s'est dit « Hey, ça serait le fun! » Explique-nous un peu la genèse de pourquoi on parle de ça aujourd'hui, toi et moi. Oui, ça fait au moins 9 mois. Là. Ça fait quand même... C'était en 2025, fin 2025, que le projet est arrivé là, dans l'espace public. Puis ce qu'on voit quand même, c'est que y a des discussions qui sont faites entre les promoteurs, entre les différents paliers de gouvernement, que ce soit provincial, que ce soit fédéral. D'ailleurs, Francis, pas plus tard qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est quand même que ces discussions-là ont avancé. Parce qu'il y aurait potentiellement, si je me fie évidemment à l'article de Journal d'aujourd'hui, une ouverture au sein du gouvernement fédéral pour
désigner ce type de projet-là comme un projet d'intérêt national qui s'inscrit dans le cadre de la loi C5 adoptée en juin 2025. Ce que ça veut dire concrètement... Grande pause, C5. Voilà, C5, exact. Adopté en 2025, qu'est-ce que ça vient dire? C'est un peu un aveu qu'au niveau du fédéral, on avait une loi d'évaluation d'impact. Quand on fait un grand projet comme un pipeline qui traverse des provinces, il faut s'assurer justement de respecter l'environnement. Et là, ce qu'on voit, c'est que l'ancien cadre était très long. Hein? Le surnom de l'ancien cadre s'appelait le No Pipeline Act, tellement que c'était impossible. C'est juste pour... Ouais, ça sonne comme un slogan de campagne, mais je te crois sur parole. Tu fais bien. Et donc, ce projet de loi, c'est de dire, là, en ce moment, ça ne fonctionne pas au fédéral, ça ne fonctionne pas au Canada, les grands projets. Donc, on adopte un nouveau cadre qui dit, il va y avoir qui est C5. C5, il va y avoir un projet, une évaluation d'impact, un peu comme si on dit, voici le tracé qu'on pense être celui vers lequel on va aller de l'avant, là, on va commencer déjà à faire le travail du côté fédéral. Ceci dit, tu nous parles d'un pipeline de 1000 km dans le nord du Québec qui part de l'Ontario, grosso modo, qui s'en va jusqu'à Bécomo, si j'ai bien compris la connexion qu'on essaie de faire. Ça traverse beaucoup de terres qui appartiennent à plusieurs groupes autochtones, nations différentes. Où est-ce qu'on en est dans cette consultation-là? Parce qu'ultimement, s'il y en a une seule qui bloque, ça peut signer l'arrêt de mort du projet, là. C'est un bon point. Tout ne semble pas être connu publiquement actuellement, mais je pense que l'annonce qui a été donnée il y a quelques jours quand même, comme quoi il y a le fait que le projet maintenant qui s'appelle Kinoaski, qui est porté par la nation Atikamekw, proche de Bécomo, nous démontre quand même qu'il y a un dialogue là, entre les différentes nations des Premières Nations ainsi que les promoteurs ou plutôt les gens de Marinvest qui ont une certaine expertise. Alors, ce que ça vient nous dire, c'est qu'on intègre la notion de réconciliation économique. Parce que Francis, tu l'as dit, aujourd'hui, au Québec, au Canada, on ne fait pas juste des projets en disant ce sera ce que ça sera. Non. Évidemment qu'il y a un dialogue, il y a une question presque de justice réparatrice où on s'inscrit dans une réconciliation économique. Et ça, c'est bon pour les Premières Nations, notamment les Atikamekw qui l'ont dit publiquement. Ce qu'on voit là, c'est que pour les Premières Nations, souvent, c'est dans le nord du Québec, on le sait que c'est loin des grands centres, la possibilité d'avoir des emplois très bien rémunérés est plus basse. Puis c'est normal. Ces emplois-là, on avait regardé, sont à peu près rémunérés 3 fois mieux que le salaire médian pour une personne appartenant aux Premières Nations parce que tu es très productif, parce que c'est aux alentours de 140 150 000 $. Puis là, je parle en 2023. Donc aujourd'hui, c'est encore plus élevé. C'est bon pour eux. Et c'est ce qui transparaît essentiellement dans ce qui est rendu public aujourd'hui. Bon. Avant de te laisser partir, Gabriel Giguère, on a appris hier là, que le président Trump suspendait ses tarifs pour 3 jours. Là. Je ne veux pas t'entendre nécessairement là-dessus, mais la surprise du jour, c'est tu me parles de pipeline, là, c'est le retour dans l'actualité de Keystone XL, ce fameux projet là, de diagonale là, entre l'Alberta et le Nebraska, oui, là, de mémoire. Ça sort d'où? On fait ça? Pourquoi fait-on ça? Oui, c'est vrai. Ça sort d'où? C'est une très, très bonne question. Honnêtement, ça fait des semaines qu'on décortique l'entente Canada-États-Unis. Jamais il y a été question de pipeline. On devinait qu'il y avait un enjeu de sécurité énergétique. Là, mais là, un vieux projet mort et enterré, ça fait 5-6 ans qu'il n'est plus dans Jour les cartons. Jour 1, en fait, de la présidence Biden, effectivement. Je pense que ça démontre aussi l'appétit de l'administration américaine d'avoir les ressources naturelles canadienne. On exporte environ 4 millions de barils de pétrole par jour au niveau du Canada. Ça augmenterait la capacité à 800 000 barils de plus. Je pense qu'on ne peut pas fermer les yeux sur ça. S'il y a de la volonté de la part du secteur privé d'aller de l'avant avec ce type de pipeline, ça permettrait de désengorger certains pipelines, ou plutôt ça permettrait d'augmenter la capacité d'exportation, créer plus de richesses. Aujourd'hui, Francis, le pétrole et le gaz, les hydrocarbures canadiens constituent environ 1/5, 20% de nos exportations en matière de valeur. C'est très important pour l'économie canadienne. Ceci dit, le projet avait, comme le cas de Génel, mais pire encore, avait été abandonné parce qu'il y avait énormément d'opposition, puis surtout de l'opposition aux États-Unis. Puis c'était une opposition, contrairement à tes plateaux du Mont-Royal, ça c'était une vraie opposition sur le terrain. Il y avait des nations autochtones, il y avait des gens qui s'étaient chaînés à des arbres. C'était assez radical comme opposition. On pourra blâmer Biden, mais c'était quand même très impopulaire aux États-Unis. Sens-tu que soudainement on ravive ça? Là, tout le monde va accepter qu'on coupe le champ en deux, puis que les nations autochtones ils vont piler sur leur... Je comprends pas qu'est-ce qui a changé exactement.
C'est une bonne question. On ne l'avait pas vu venir. Tu as raison de le mentionner. Donc, on va le voir dans les prochains jours, prochaines semaines. Quelle est la réaction par rapport à ça? Est-ce qu'elle est plus faible? Est-ce qu'elle est d'une même intensité? Le président peut demander ça de la part du Canada, mais comme tu le dis, si l'opposition est aux États-Unis, il y a une limite à ce qu'on peut faire au Canada. C'est un tracé de 2000 km, dont à peu près 200 étaient chez nous, puis 1600, 1800 étaient chez eux. C'est plus dans leur cours que dans la nôtre, ultimement. Voilà. Moi, je t'avouerais, ma crainte, ceci dit, je suis pas ni pour ni contre, mais on veut quand même, peut-être, bien au contraire, on veut renouer avec les Américains, mais on veut aussi diversifier nos exportations, de s'enchaîner 1 million de barils par jour vers le sud. Je sais pas, tu sais, à un moment donné... puis, tu sais, l'exemple du pont Gordie-Howe qu'on vient de vivre est quand même assez rigolo. On a payé toute la patente, puis une fois qu'il était fini, les règles ont changé. Est-ce qu'on va se taper ça avec un pipeline? Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas juste pour se dire il faut diversifier. Certes, il faut diversifier, puis je pense que l'incarnation d'un autre pipeline, là, me semble être... En fait, l'idée d'un autre pipeline me semble être cette incarnation-là, mais il faut aussi augmenter... vers l'ouest. Voilà. Ça, c'est de la diversification. C'est une chose, mais il faut aussi augmenter notre production. Si on est capable d'augmenter notre production puis nos exportations pour créer de la richesse ici, je vois pas le problème. Mais pourquoi on n'en fait pas un autre vers l'ouest? Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi on se connecterait encore davantage à une dépendance avec les Américains? J'ai envie de te dire, avec Keystone. Si on est capable d'avoir des investissements privés plutôt que de l'investissement public. Puis évidemment, au Canada, il y a aussi cette réalité-là où le processus environnemental, je le répète, était très, très néfaste pour l'industrie énergétique. Donc, moins d'investissements. Ça peut prendre un certain moment avant de revoir ces investissements-là. Donc, ça va être à suivre. Plus de production et d'exportation. No Pipeline Act. Merci beaucoup, Gabriel Giguère. C'était un plaisir.